Mesdames et bonsoir, très heureux de vous retrouver. C'est le début du week-end et le boulevard de l'actualité vous ouvre ses portes sur la télévision nationale du Bénin. C'est le journal des régions. Le ministre du Travail opte pour une synergie d'action contre le travail des enfants. À cet effet, une séance de dialogue institutionnel avec les ministères sectoriels a eu lieu ce jeudi 14 novembre à Cotonou. C'est pour informer et amener les autres départements concernés à une synergie d'action afin de s'impliquer davantage dans la lutte. Jean-Claude James, Pascaline Sewaï et Monique Toron nous informent. Ils sont visiblement impressionnés par le travail des enfants. Enfants, ils travaillent déjà au lieu d'être à l'école. Une situation qui interpelle différents ministères représentés à ce rendez-vous d'échange en vue d'une lutte plus efficace. La présente séance vise donc comme objectif spécifique de partager avec les différents sous-secteurs les informations sur l'ampleur du phénomène et les risques encourus par les enfants. D'examiner aussi les actions à mettre en œuvre en lien avec les stratégies prévues dans le plan d'action national. Enfin, de définir un mécanisme de suivi et évaluation des acteurs dans le cadre de l'intersectorialité. Agriculture, mines, transport et tourisme. Sur ces 4 secteurs qui utilisent fortement la main-d'œuvre infantile, l'agriculture et les mines sont en tête avec respectivement 64,5% et 50% d'enfants. La mise en œuvre du plan national de lutte contre le travail des enfants s'avère nécessaire et le gouvernement peut toujours compter sur l'UNICEF. Madame la ministre, c'est une championne des enfants. Au-delà d'elle, je souhaiterais que Monsieur le ministre de l'Eau et des Mines, qui est là, se déclare aussi champion pour les enfants. Et ceux qui représentent les autres ministères ici, je souhaiterais que vos ministres se fassent aussi champions des enfants. Nous, à l'UNICEF, on ne lâchera pas de continuer aux côtés du gouvernement pour que ce plan soit effectivement mis en œuvre. Et je crois que c'est ça l'intérêt d'impliquer les autres ministères. Selon le représentant résident de l'UNICEF, le taux de travail des enfants est en baisse de 19% entre 2014 et 2018. Mais pour éradiquer le phénomène, au-delà de la sensibilisation, il faut sanctionner. La 32e Assemblée générale de l'ONG Caritas Bénin a eu lieu le 13 novembre à Dassazoumé et c'est autour du thème « Les femmes et les jeunes au cœur de l'action pastorale de Caritas Bénin ». Ce thème inspiré par le pape François servira de boussole aux actions de Caritas Bénin dans les 4 années à venir. Plus de détails avec Ronald Robinson qui nous parle de cette urgence dans les activités de Caritas Bénin. À Caritas Bénin, il est temps de marquer un arrêt pour réfléchir sur les nouvelles orientations de l'œuvre caritative. La 32e Assemblée générale de cette ONG chrétienne s'est tenue sur le thème « Les femmes et les jeunes au cœur de l'action pastorale de Caritas Bénin ». Le pape disait qu'il faut encourager, élargir les espaces pour une présence féminine plus incisive dans l'Église et dans les divers lieux où sont prises des décisions importantes. L'Église a également besoin des jeunes leaders qui soient bien formés, qui soient qualifiés pour les services qu'on leur confierait dans l'Église. Une communication portant sur le thème de cette Assemblée générale introduit les travaux de groupe sur les actions des Caritas diocésaines. Après la validation du document système d'alerte professionnelle du réseau Caritas Bénin, les présentations du rapport moral, des rapports d'activité et financiers ont débouché sur l'adoption du plan stratégique 2020-2023 et sur la finalisation des plans de travail annuels budgétisés 2020. La première orientation stratégique, c'est de renforcer l'identité ecclésiale de Caritas en tant que service essentiel d'Église aux plus vulnérables, parce que c'est notre première mission. La deuxième orientation stratégique, c'est la réduction de l'impact des crises humanitaires par la prévention, la préparation et la réponse aux catastrophes.
La troisième orientation stratégique, c'est la promotion du développement humain intégral pour la réduction des inégalités sociales sous toutes ses formes et le soin de la création. La quatrième orientation stratégique, c'est la construction d'une Caritas Bénin plus performante sur les plans institutionnels, organisationnels et de mobilisation de ressources. Le rapport général, adopté par une forte acclamation, réjouit l'évêque de Dassa, François Nyonhosu. Nous sommes sur la bonne marche. Je voudrais rendre grâce parce que ces 2 jours ont apporté à chacun de nous des fruits que l'Esprit a inspirés et qui déjà seront portés par chacun de nous en tant que délégués dans nos diocèses pour continuer à témoigner de l'amour et de la charité que Dieu nous fait. La prison civile de Savalou sera visitée par ces hommes et femmes au grand cœur. Le Christ dit en Matthieu 25, dans le jugement dernier, j'étais en prison et vous m'avez visité. Et nous ne voulons pas que cette exhortation du Christ reste une lettre morte. Prières et messes ont encadré cette 32e Assemblée Générale de Caritas Bénin, cet instrument de mise en œuvre de la pastorale sociale de l'Église catholique, créée depuis 1958 et bien représentée sur toute l'étendue du territoire national. Intéressons-nous à présent à la 10e édition de la Journée internationale du Fonio. Et c'est la ville de Nati Tengou qui a abrité les manifestations officielles. Le thème retenu cette année est la collecte des données sur le Fonio. Quel enjeu pour le développement de la filière? Yadon Tancha et Ramatou Lawane nous donnent plus de précisions sur cette 10e édition du Fonio. La 10e édition de la Journée internationale du Fonio a eu lieu ce vendredi à la maison du Fonio à Nati Tengou. Cette cérémonie est cultivée depuis des millénaires au Bénin dans le département de l'Atakora et constitue une grande richesse. Souvent dans nos pays pauvres, on regarde plus des difficultés que les opportunités. Cette attitude nous conforme dans notre pauvreté. Je voudrais exhorter les acteurs du Fonio à ne plus regarder les difficultés. Au contraire, il y a dans les Fonio la richesse. Une richesse dont la collecte de données reste une préoccupation des spécialistes afin de booster la filière. Il faut reconnaître que ces données ne sont pas suffisamment connues des acteurs de la filière, des partenaires et des décideurs. Or, le développement de la filière dépendra fortement de la maîtrise des données, qu'il s'agisse de données statistiques ou de résultats de recherche. Pour planifier, piloter, exécuter des programmes sur le Fonio ou mobiliser les partenaires, il sera nécessaire de disposer de données actualisées, fiables et exhaustives. Tour à tour, fonioculteurs, universitaires et partenaires techniques ont vanté les richesses du fonio. Il peut se manger à tous les repas. Dans les plats salés, sous forme de farine, il s'utilise dans toutes sortes de pâtisseries. Au-delà du coton que nous connaissons dans la Takora, que le fonio soit désormais, après le coton, après le riz, une culture de rente pour l'ensemble des peuples de la Takora. Nous avons cru au fonio parce que nous avons vu avec ces dérivés que ce produit-là peut valablement servir dans nos plats. Quand est-ce que nous allons commencer par nous intéresser à nos propres produits? La journée du fonio est aussi une occasion pour sensibiliser les consommateurs, les décideurs et les chercheurs sur l'importance et l'intérêt de cette céréale dans la perspective de lui faire jouer un rôle de premier plan dans l'alimentation des populations. Le préfet du département du Mono a effectué une tournée dans les 6 communes sous sa juridiction. Échange avec les élus locaux et communaux, mais aussi avec les populations sur les différents problèmes qui minent le vécu quotidien des administrés. C'est le lot quotidien de l'objectif visé. Firmin Bassao et Julika Laena nous informent sur ce en quoi consiste l'exercice. L'exercice, une prescription des textes réglementaires, consiste à toucher du doigt les peines et les souffrances des populations, mais aussi de célébrer leur joie. En 3 jours de périple, l'autorité départementale a écouté de vive voix les élus locaux et communaux. Les pluies qui se sont abattues cette année dans le département du Mono ont affecté plusieurs communes, dont celles d'Atiémé, Grand Popo et Lokossa. Le sujet reste d'actualité
au regard de l'ampleur des dégâts. Atiémé a été très éprouvé cette année à cause des problèmes d'inondation. Et les populations traînent encore les séquelles. Les productions ont été envahies par l'eau. Il y a des problèmes de déplacement qui se posent aux populations. Presque toutes les voies sont gâtées là. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, appuyé par des partenaires du gouvernement, a initié depuis plusieurs années dans ma commune le projet d'aménagement de la vallée du fleuve Mono. Mais force est de constater qu'il est devenu un éléphant blanc. Les communications par téléphone sont constamment embrouillées par les interférences des réseaux installés en République seule du Togo. Ces interférences perturbent les communications et constituent une source de désagrément pour les clients des 2 GSM dans la commune d'Atiémé. L'autre fléau qui fait parler de lui et qui s'invite dans les débats à Lokossa est relatif à la consommation des stupéfiants qui érodent toute une jeunesse. Problème de la délinquance. Il y a surtout ces jeunes qui sont un peu proches du fleuve Mono, qui se livrent à la pratique de la drogue. C'est-à-dire ces jeunes-là fument du chanvre indien. Et nous nous sommes dit, nous allons instruire le directeur départemental de la police à descendre régulièrement dans ces localités. Dans l'ensemble, les élus locaux et communaux ont salué la constance et la détermination avec lesquelles le préfet du Mono exerce une tutelle à la fois participative et apaisée. Ils se disent également unis et prêts à poursuivre le combat du développement. La rentrée judiciaire 2019-2020 est effective depuis ce vendredi 15 novembre dans la cité des Kobourou. La cérémonie officielle a eu lieu à Parakou en présence de la directrice de cabinet du ministre de la Justice et de la Législation, Nestor Sela Olviga Messan. Après les vacances judiciaires, ces hommes en toge sont tous là pour dire le droit avec un thème qui interpelle tous les acteurs de la justice béninoise à l'ère du numérique. Ce thème pose le problème de l'usage que le magistrat peut faire des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour ne pas être en porte-à-faux avec son serment. Le serment prêté par un magistrat est un engagement solennel qui marque l'entrée dans la magistrature. Dans son serment, le magistrat s'engage à garder le secret des délibérations et à se conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Le serment du magistrat n'a pas pour vocation de rendre la justice opaque alors même qu'elle est rendue publiquement au nom du peuple béninois. L'évolution permanente et rapide des technologies de l'information et de la communication suppose de la part des magistrats, individuellement ou collectivement, qu'ils réinterrogent constamment les précautions qu'implique cette vigilance. L'obligation de réserve ne saurait servir à réduire le magistrat au silence ou au conformisme, mais doit se concilier avec le devoir particulier d'indépendance et d'impartialité du magistrat, même lorsque le magistrat n'est pas lui-même actif dans les médias ou les réseaux sociaux. Le serment du magistrat était et sera. C'est-à-dire donc que le serment du magistrat n'est pas lié et ne s'identifie pas aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais passera que les nouvelles technologies de la communication, de l'information existent ou n'existent pas. Que dit le magistrat dans son serment? Essentiellement, il promet, il s'engage à l'indépendance, à l'impartialité, à la dignité. À l'aube des TIC, les magistrats s'interrogent tout en reconnaissant qu'elles sont incontournables dans l'exercice de leurs fonctions. Les TIC constituent-elles pas pour le magistrat un atout en même temps qu'une menace? Nul n'ignore les avantages des TIC dans le fonctionnement de l'institution judiciaire. L'informatisation et le déploiement des applications métiers au niveau des chaînes pénales et civiles dans nos juridictions depuis 2008 ont induit une célérité dans le traitement des dossiers, réduisant du coup le temps qui y était consacré. Voilà qui met un terme à cette édition de nos informations. Nous vous remercions de l'avoir suivi, mais ne quittez pas. La grande édition du journal, c'est tout à l'heure à partir de 20h avec Ariane Da Silva et toute son équipe.
Thank you.